Bonjour tout le monde. Dans cette série de vidéos, je vais passer par-dessus les diapositives pour l'assurance automobile pour le cours ASR 2100, gestion des risques et assurance de FSA U-Laval. Le point de départ, les automobiles telles qu'on les connaît aujourd'hui ont commencé à voir le jour aux environs des années 1860. Okay, donc au début des années 1820, on commence à voir le moteur à vapeur, les trains faire leur apparition. Simultanément, les voitures, soit un véhicule à moteur ou motorisé, permettant de transporter une seule ou peu d'individus plutôt que une grande quantité d'individus comme un bateau ou un train. Dans les premiers modèles de voitures, il y avait des voitures électriques. Les trois formes de moteurs qui ont été testées dès le départ étaient électricité, vapeur et gaz. Pourquoi a-t-on finalement retenu que le moteur à gaz dans les commencements? C'est que les piles des voitures électriques étaient trop lourdes. Dans le cas des voitures à vapeur, il y avait de temps à autre explosion de la chaudière. Donc, s'il y a explosion d'une chaudière dans un bateau, s'il y a explosion d'une chaudière dans un train, ça ne blesse pas l'ensemble des passagers, mais si ça peut blesser les gens qui sont près de la chaudière. La chaudière, c'est l'endroit où l'eau bout, où on produit la vapeur. Mais dans une voiture, lorsque la chaudière explose, tous les passagers sont blessés, donc ça devient des accidents un peu tragiques compte tenu pour le type de mode de transport. Les piles électriques, au commencement, prenaient aussi trop de temps à être rechargées. C'est finalement le moteur à combustion interne qui est devenu le favori des usagers et c'est celui qui offrait la meilleure performance à cette époque. Donc, voici un exemple, ici, de voiture à vapeur. C'était un choix logique étant donné que plusieurs modes de transport fonctionnaient à vapeur. Avoir des voitures à vapeur, c'était quand même une invention qui découlait des progrès de l'époque. La voiture électrique aussi faisait partie des premiers concepts. Mais là, les batteries n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui, prenaient beaucoup de temps à recharger et surtout prenaient beaucoup d'espace et étaient très lourdes. C'est donc le moteur à combustion interne qui a fini par être celui qui a été adopté par tous et qui offrait la meilleure performance. Donc, l'arrivée les premiers prototypes d'automobiles ont vu le jour à la fin des années 1800 et les automobiles ont commencé à envahir les rues de façon à ce qu'on ait besoin de réglementation à leur sujet au début des années 1900. Au Québec en particulier, la première loi sur les automobiles a été votée en 1904. Okay? Et contenait très peu d'éléments. Je pense qu'ici, ils sont énumérés au complet. Okay? On limite la vitesse. 6 000 à l'heure à l'intérieur des villes et 15 000 à l'heure à l'extérieur. C'est pas des vitesses énormes. Mais pour les besoins de l'époque, ça semblait parfaitement justifié. Et une automobile doit être manœuvrée afin de ne pas effrayer les chevaux. Avant l'arrivée des automobiles, le mode principal de transport, c'était le cheval. Qu'est-ce que l'automobile? Si quelqu'un s'achetait une automobile dans une ville, un village, ou un endroit ou n'importe quel autre endroit, qu'est-ce que l'automobile occasionnait qui bouleversait un peu les habitudes de l'époque? C'est que l'automobile faisait peur aux chevaux. Donc, je pense que dans les premières réglementations, on exigeait de l'automobiliste que lorsque l'automobile se promène dans la rue, passe près d'une carriole tirée par des chevaux ou un cheval, et que l'automobiliste s'aperçoit que le cheval est à risque d'être effrayé ou que le cocher avertit l'automobiliste de s'éloigner, de ralentir ou d'arrêter sa voiture de façon à ne pas effrayer les chevaux.
l'automobiliste était obligé d'effectuer la manœuvre demandée par le cocher. Donc l'automobiliste, compte tenu de la façon dont cette loi est écrite, donc l'automobiliste sera toujours tenu responsable de tout ce qui pourrait arriver en lien avec le fait d'avoir effrayé des chevaux avec sa voiture. OK, donc en 1904, les premières voitures dérangent les chevaux. La première loi sur les voitures exige que l'automobiliste fasse le plus attention possible aux chevaux. 1906, là, on commence à comprendre que c'est quand même assez important d'avoir que les véhicules soient enregistrés, qu'on ait un numéro de plaque, que l'individu qui conduit le véhicule soit qualifié pour le faire, donc permis de conduire. On continue à spécifier qu'il ne faut pas que les véhicules effraient les chevaux, mais on impose aussi certaines réglementations du point de vue des freins, un sifflet ou un klaxon et toujours la vitesse. En 1907, en termes de responsabilité en cas d'accident, la loi s'écrit comme suit. Donc, le propriétaire d'un véhicule moteur est responsable de tous les accidents ou dommages causés par son véhicule moteur dans un chemin public ou une place publique. OK, donc, tout problème causé par un automobiliste, c'est la faute de l'automobiliste. De la même façon que si vous possédez un chien et que votre chien blesse quelqu'un, le propriétaire du chien est responsable sans pratiquement aucune possibilité de défense. Donc ici, la voiture était un peu considérée comme un animal. La voiture ici remplaçait les chevaux. La responsabilité vis-à-vis d'un cheval est absolue. Donc la responsabilité vis-à-vis de la voiture était absolue elle aussi. En 1912, on a commencé à s'apercevoir que la voiture devenait de plus en plus utilisée. Et dans certains cas, lorsqu'il y avait des accidents, on pouvait démontrer que l'accident n'était pas entièrement la faute du conducteur de l'automobile. Alors, il a fallu modifier le niveau de responsabilité du conducteur d'un véhicule moteur. Et là, la loi s'est écrite comme suit. Quand un véhicule moteur cause une perte ou un dommage à quelques personnes sur un chemin public, le fardeau de la preuve de cette perte ou ce dommage n'est pas dû à la négligence ou à la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur de ce véhicule moteur, incombe au propriétaire ou au conducteur. Donc, en 1912, là, on a donné la permission. Le conducteur d'une automobile, suite à un accident, est coupable. Sauf qu'on donne le bénéfice on donne un certain bénéfice aux conducteurs en leur laissant la possibilité de démontrer que l'accident n'était pas dû à leur négligence ou à leur mauvaise conduite. Donc, l'automobiliste, à partir de 1912, est coupable avec droit de défense. Donc, en 1907, coupable, pas de défense. 1912, coupable avec droit de défense. De 1960 à 1970, le nombre de véhicules sur les routes du Québec a doublé et le nombre de décès a fortement augmenté, lui aussi, sur les routes. En 1912, les routes du Québec ont connu plus de 2000 décès. Au début des années 1970, les primes d'assurance automobile devenaient exorbitantes compte tenu des dommages qu'une automobile pouvait occasionner ou des dépenses que l'automobile pouvait occasionner suivant des accidents, accrochages ou autres. L'assurance automobile devenait de plus en plus problématique pour les usagers, les conducteurs automobiles. Ça devenait aussi un problème qui devenait un casse-tête pour le gouvernement parce qu'ici, on comprenait que l'automobile, c'était quand même une invention assez pratique pour la société et qui rendait les travailleurs assez productifs. Donc, en 1971, on a mis un comité sur pied afin d'étudier l'assurance automobile au Québec. C'est un comité présidé par Jean-Louis Gauvin. En mars 1974, ce comité-là a soumis son rapport au gouvernement. Ce rapport, on y fait référence comme étant le rapport Gauvin. Et en février 1978,
c'est là qu'a eu lieu la réforme du régime d'assurance automobile au Québec. Et c'est là qu'on a créé, c'est là que la Société d'assurance automobile du Québec a été créée et que le régime d'assurance québécois a été scindé en deux, soit une portion publique, une portion privée, avec les caractéristiques que l'on connaît aujourd'hui. Pour récapituler sur les accidents de la route avant la réforme de l'assurance automobile au Québec, vous avez le tableau suivant. Donc, quand on veut, c'est ça, quand on veut mesurer le taux d'accident, le taux de décès, ou le taux de blessures corporelles avec les automobiles, il faut quand même relativiser au nombre de véhicules par individu, au nombre de véhicules total, au kilomètre parcouru. Donc, on voit à partir des années 1940 jusqu'à 1978, il y a eu une très, très forte augmentation du nombre d'accidents sur les routes. La plupart de ces accidents-là étaient matériels, mais il y en avait toujours de plus en plus qui étaient corporels. Compte tenu d'un taux de motorisation qui, éventuellement, donc si je regarde vers la fin, donc nous avons un taux de motorisation qui a fini par se stabiliser autour de 50. Un taux de motorisation, c'est le nombre de véhicules en circulation pour 100 personnes. Donc, on voit qu'à partir de 76, 75, 76, 77, 78, le taux de motorisation reste relativement constant. Sauf qu'on voit ici, comme par exemple en 1978, le nombre d'accidents impliquant des blessures corporelles non mortelles avait quand même augmenté à 40 443 versus 30-35 000 les années précédentes. Ici, quelques explications sur le fonctionnement du tableau. Maintenant, si on regarde le taux d'accident, si on veut mesurer le taux d'accident sur les routes et comparer les années d'une à l'autre, étant donné que le nombre de voitures augmente à chaque année et le kilométrage effectué par chacun des automobilistes peut être différent d'une année à l'autre, on commence par se calculer une mesure, par se prendre une mesure qui est véhicule-kilomètre. Okay, donc 216,4 millions pour 1964. Le chiffre qui est ici, 216,4 millions pour l'année 1964. C'est le nombre de véhicules fonctionnels au Québec multiplié par le total de kilomètres parcourus par ces véhicules. Ça, c'est véhicules-kilomètres. Par exemple, si au Québec, on a 550 000 automobiles, si on a au Québec 550 000 automobiles et que durant toute l'année 2021, les automobiles restent stationnés dans leur garage, ben c'est comme si on avait 0 automobile sur les routes. Si on avait une seule automobile, mais qui roulait constamment toute la journée, 24 heures sur 24, et faisait des millions et des millions de kilomètres dans une même année, ben là, on aurait une mesure en véhicule-kilomètre qui correspondrait à exactement le nombre de kilomètres que cette voiture-là a parcouru dans une année. Donc, pour relativiser les accidents causés par les voitures, il faut aussi tenir compte des kilomètres parcourus par les voitures. Donc, après ça, on peut mesurer le nombre d'accidents par 100 millions de véhicules-kilomètres. Donc, en 1964, 119 accidents corporels avec blessures corporelles. Le nombre de passagers aussi par 100 millions de kilomètres, le passager kilomètre 324,6. Donc, le nombre de victimes en millions de passagers kilomètres, 4,9 en 1964 et le nombre de blessés, 113,8 en 1964. Donc, 1964 se trouve être la pire année de l'histoire du Québec en termes d'accidents de la route avec blessures corporelles ou décès. Donc, les conclusions du rapport Gauvin étaient les suivantes. Le régime avec faute empêche l'indemnisation totale ou partielle de plusieurs victimes. Donc, avant le rapport Gauvin, lorsqu'il y avait un accident de la voiture, les règlements se faisaient en cours ou hors cours si les automobilistes arrivaient à s'entendre. Lorsqu'on a un système de la sorte, les gens moins bien nantis sont toujours défavorisés comparativement aux gens les mieux nantis. Donc, une personne bien nantie qui frappe
l'automobile d'une personne avec moins de moyens, ben, la personne peut offrir une compensation à la personne qui a peu de moyens. Si la personne qui est blessée dans l'accident subit une perte, disons, de 10 000 en termes de revenus perdus et que la personne qui a causé les dommages offre de payer 5 000. Okay, la perte pourrait être évaluée à 10 000, mais la personne qui est responsable de l'accident offre aux blessés 5 000, la moitié. Et la personne qui peut offrir aux blessés les 5 000 pourrait l'offrir en argent comptant. Donc, on a une personne, un conducteur riche qui blesse un conducteur moins riche. Ben, le conducteur riche ici va offrir moins que ce qu'il devrait offrir au conducteur moins riche blessé dans l'accident. Pourquoi? Parce que le conducteur moins riche, lui, va être fortement tenté d'accepter les 5 000 $. Autrement, si le conducteur moins riche refuse et désire être payé plus, ben, l'histoire se retrouve devant les tribunaux. Et là, devant les tribunaux, la personne riche est encore plus avantagée parce que la personne riche, elle peut se payer des meilleurs avocats que la personne moins riche. Et là, la personne moins riche devient comme à risque de recevoir encore moins que 5 000. Donc, dans un accident de voiture, se produit en une fraction de seconde. Difficile de trouver des témoins. Difficile de témoigner avec exactitude qui a fait quoi d'incorrect qui a causé l'accident. Difficile de déterminer la responsabilité de l'un ou l'autre des conducteurs. Ce qui fait qu'éventuellement, les décisions par les tribunaux pouvaient être parfois arbitraires. Et pouvaient aussi, plus le dommage était élevé pour la victime, plus la cause se retrouvait devant les tribunaux et plus il y avait de chances que ce soit la personne lésée qui en ressort perdante. Et aussi de la même façon, plus le dommage à la victime est élevé, ben, plus l'histoire traînait longtemps en cours et plus les coûts d'avocat étaient élevés. Les difficultés associées à l'assurance automobile avaient été soulevées une première fois en 1932. Okay, donc, c'est pas le rapport Gauvin avait rien inventé ici. Dès 1932, aux États-Unis, on s'était penché sur la question, est-ce qu'on devrait considérer les accidents automobiles comme des accidents de travail? Okay, depuis assez longtemps dans l'histoire du Québec, on considère on indemnise les accidents de travail sans égard à la responsabilité. Okay? Quel est le raisonnement derrière ça? C'est que les individus qui travaillent contribuent au système, contribuent à la société. Les individus qui travaillent obéissent à des commandes qui viennent de leurs supérieurs. Donc, même si la personne est en partie responsable de son accident de travail, il n'y a pas de raison de la pénaliser financièrement à cause de l'accident. Parce qu'en fait, cet accident-là s'inscrit dans un mécanisme à l'intérieur duquel toute la société bénéficie du fait que la personne travaille. Donc, dans le cas des accidents de travail, quand quelqu'un se blesse, on indemnise sans égard à la responsabilité. Très tôt dans leur histoire, la Nouvelle-Zélande a appliqué ce principe-là à plusieurs domaines, y incluant la conduite automobile. Donc, peu importe l'accident, peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est produit, on indemnise tout ce qui est blessure corporelle, on l'indemnise, peu importe la responsabilité. Et je pense que c'est dans tous les domaines. En Nouvelle-Zélande, on indemnise les blessures corporelles, peu importe la responsabilité de qui que ce soit dans l'occurrence de ces blessures corporelles. Donc, dès 1932, on avait soulevé certains problèmes quant à l'assurance automobile, spécialement le fardeau de la preuve, la démonstration de la responsabilité, la lenteur du système, la difficulté d'avoir des témoins avec témoignages précis et les frais d'avocat élevés. Ici, donc, encore d'autres points que la réforme de 1978, soulevé par le rapport de la commission Gauvin de 1974. Donc, la réforme de 1978 a introduit l'indemnisation sans égard à la responsabilité en ce qui concerne les blessures corporelles. Donc, sur la route, blessure corporelle, boum, indemnisé, peu importe.
qui est responsable de l'accident. Et le régime en lien avec les blessures corporelles est administré par l'État. Dans le cas des blessures corporelles, aucun droit de poursuite, aucune subrogation, là, aucun droit de poursuite transféré à un tiers. Et compte tenu du fait que compte tenu du fait qu'on indemnise les yeux fermés toute blessure corporelle sur les routes, ben, il faut absolument que les gens soient quand même assurés pour l'assurance responsabilité civile, qui, elle, vient chercher la responsabilité, les dommages que le véhicule pourrait causer à d'autres objets. Donc, si, avant la réforme de 1978, l'intérêt d'aller voir un assureur pour acheter de l'assurance automobile était en lien avec les blessures corporelles qu'on pourrait possiblement subir dans un accident, bien, le fait de transférer la portion blessure corporelle au gouvernement fait en sorte que les assureurs privés risquaient de ne plus avoir de clients. De façon à s'assurer à ce que les assureurs privés continuent d'avoir des clients, ben, on a simplement obligé tous les conducteurs qui soient à se procurer une assurance responsabilité civile. Alors qu'avant cette réforme-là, l'assurance responsabilité civile n'était pas obligatoire et les conducteurs qui se pensaient meilleurs conducteurs que les autres ne s'en procuraient pas et les seuls qui s'en procuraient et ceux qui se considéraient à risque, ce qui faisait en sorte que les primes d'assurance responsabilité civile automobile étaient très élevées. On a aussi fait en sorte que chaque assuré gère ses indemnités toujours avec son propre assureur. Donc, même si l'accident matériel, même si à l'intérieur d'un accident matériel, l'indemnisation est basée sur la responsabilité, bien, l'argent de l'indemnisation vient de l'assureur vers son assuré à lui plutôt que de l'assureur vers l'assuré de la deuxième personne impliquée dans l'accident. Donc, cette particularité-là du régime d'assurance automobile, on la voit au Québec, mais ça peut varier d'une province canadienne à l'autre. Donc, par exemple, Jean-Guy entre en collision avec Ginette. Bon. Jean-Guy est responsable de l'accident. La voiture de Ginette est endommagée. Donc, Ginette, ici, se voit indemnisée à 100% par son assureur. Ginette n'a pas à payer de franchise parce que Ginette n'est pas responsable de l'accident. Mais l'argent que Ginette perçoit provient de son assureur à elle et non de l'assureur de Jean-Guy. Jean-Guy, lui, est responsable de l'accident. Si Jean-Guy avait une assurance pour dommages matériels privés, cette assurance-là, et que cette assurance-là venait avec une franchise, mais Jean-Guy se fait indemniser pour sa collision, moins la franchise, par son propre assureur. Okay? Plutôt que d'obliger Ginette à aller déclarer son accident à l'assureur de Jean-Guy et que ce soit l'assureur de Jean-Guy qui indemnise Ginette, l'idée d'avoir une indemnisation directe, c'est de faire en sorte que l'indemnité arrive le plus vite possible. Donc, si Ginette devait réclamer ses dommages à l'assureur de Jean-Guy, ben, l'assureur de Jean-Guy aurait peut-être un intérêt à questionner un peu ce qui s'est passé durant l'accident et ça ralentirait les procédures. Alors que si Ginette déclare son accident à son propre assureur à elle, ben, l'assureur de Ginette, de façon à conserver Ginette comme cliente, a intérêt à indemniser Ginette le plus rapidement possible. Et donc, de ce fait, donc, la portion dommages matériels de l'assurance est restée du domaine privé après la réforme de l'assurance automobile.